Bon, ben, bonjour à tous et toutes. Alors, je vais continuer, moi, à vous parler de data. Donc, je vais passer après Jérémy, donc je vais essayer de continuer à mettre un petit peu la même énergie. Ça va être évident. Alors, là, on parlait, alors, on reste dans le domaine de la data. De la data autour de tout ce qui est business intelligence et gestion de la performance. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tous ces termes. Et puis, là-dedans aussi, dans cette présentation, j'ai aussi intégré la notion de satisfaction client, d'expérience client, parce qu'on parlait d'indicateurs extra-financiers. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de pouvoir mettre en avant ce genre d'indicateurs, comme tout ce qui est satisfaction client, pour montrer que ça peut aussi participer à la valorisation d'entreprise. Il n'y a pas que la partie pilotage financière, il y a aussi toute la partie aussi extra-financier. On avait parlé de la partie RSE, transition écologique. Enfin, il y a énormément d'indicateurs extra-financiers, je vais vous en parler aussi. Mais là, je restais plus sur cette notion de satisfaction client. Alors, j'avais quelques questions aussi à vous poser. Je voulais savoir si vous connaissiez votre niveau de satisfaction client, si vous connaissiez votre NPS, si ça vous disait quelque chose déjà, la notion de NPS, et savoir un peu quel type d'indicateurs, les principaux indicateurs d'activité que vous utilisiez pour piloter votre activité. Bon, vous n'êtes pas obligé de me répondre, parce que je pense que c'est un petit peu normal si vous n'êtes pas au clair sur toutes ces questions. C'est un peu le but aussi de cette présentation, donc au moins j'espère que ça va vous permettre d'apprendre un peu quelque chose. Alors je me présente, donc je m'appelle Shankar Segaran, je suis dirigeant et fondateur de la société Day One Consulting, que j'ai créée il y a quelques années. Je crois qu'on n'a pas encore 18 ans, donc on ne boit pas encore de bière, mais ça va venir. Et on est spécialisé, on est vraiment ce qu'on appelle un pure player dans toute la partie BI et performance management. C'est vraiment notre cœur de métier. Et on est là, nous, intégrateurs indépendants, donc on peut proposer les différentes solutions du marché en fonction aussi des besoins, puisqu'on sait que ces solutions, elles peuvent s'adapter aussi en fonction de la taille d'entreprise, de l'objectif aussi, de ce qu'on veut en faire. Donc on a différentes solutions aussi à proposer. Et on accompagne les clients un peu de toutes les tailles d'entreprise, des petites sociétés jusqu'aux grands comptes, puisqu'on a toujours cette problématique de data. À mon avis, elle intervient à tous les niveaux de la création d'entreprise, et puis on sera amené peut-être à en parler aussi à la fin. Alors voilà, je vais vous parler déjà de la partie BI et gestion de la performance. Alors j'avais pas prévu de faire une démo, mais je me dis, bon voilà, comme il y a eu une démo à côté, je vais peut-être en faire une petite pour vous montrer un peu comment ça se met en place. Donc parler de cette partie BI, parler de l'expérience client, comme quoi c'est un vrai enjeu pour les entreprises, et puis pourquoi mettre en place cette satisfaction client au cœur de la performance de l'entreprise. Alors, la notion de BI, d'EPM, c'est des acronymes peut-être que vous connaissez. BI, c'est Business Intelligence. EPM, c'est Enterprise Performance Management. Tout ça, c'est une notion, c'est toujours une affaire de données, de data qu'on va récupérer. On se retrouve souvent lorsqu'on est dans une organisation, lorsqu'on rentre dans une organisation, un peu quelle que soit la taille, on se retrouve avec ce genre de configuration. C'est qu'on a souvent une sorte de ERP, en tout cas un logiciel de facturation, un logiciel comptable qui stocke de l'information. Parfois, on a un CRM. Si on n'en a pas, il faut se dépêcher d'en prendre un parce que c'est utile. Après, on a d'autres solutions plus ou moins locales, plus ou moins créées localement, avec beaucoup de fichiers Excel. Donc tout ça, c'est des solutions qui permettent de travailler sur l'organisation, sur le pilotage de l'activité. Le problème de tout ça, c'est souvent qu'on n'a pas d'outils un petit peu chapeau qui vont permettre d'avoir une vision un petit peu globale de la performance de l'entreprise et de pouvoir, comme ça, faire matcher ces différents indicateurs. Donc nous, notre promesse d'intervenir, lorsqu'on intervient dans ce genre d'organisation, c'est d'arriver à consolider un petit peu tout ça. Donc souvent, on parle de data warehouse, de data lake maintenant, c'est tous ces mots d'entrepôt de données qui vont permettre justement d'avoir cette base de données un petit peu chapeau, qui vont permettre de récupérer. On parlait des outils CRM, des différents outils applicatifs, et de pouvoir comme ça proposer des solutions de pilotage et d'analyse de la performance.
Alors, j'avais commencé, oui, juste pour vous montrer la différence entre la partie Business Intelligence. Donc, Business Intelligence, c'est vraiment toute cette partie remontée de la donnée, data management, création des rapports en termes de data visualisation, donc de tout ce qui est reporting. Mais il manque quelques briques pour être complet, vraiment, à mon avis. Après, c'est toute la partie planning, prévisionnel, budgeting, forecasting, scénario, tous ces aspects-là qu'on ne fait pas forcément dans des outils de visualisation. Et c'est là où on met en place des outils de PM, on appelle ça aussi de Financial Planning and Analytics, FPA, donc qui vont permettre de travailler sur cette partie prévisionnelle. Et avec ça, on arrive à avoir, pour moi, des outils comme ça de pilotage complet de la société. J'ai l'habitude de prendre cette image, parce que ça parle des fois. La BI, c'est vraiment, je remonte la donnée et je regarde dans mon rétroviseur ce qui s'est passé, souvent la veille, le mois dernier, en termes d'activité. Et la partie EPM, je regarde plus loin dans le futur et je me projette en mettant des objectifs de croissance, des objectifs de rentabilité, etc. Et je suis ces indicateurs. Du coup, bon, voilà, là j'ai quelques exemples de rapports Power BI. Est-ce que j'ai le temps? Je vous fais une petite démo d'une partie un peu d'un outil de performance management. Donc c'est un outil qui va un petit peu plus loin que la partie simplement BI. Donc là, je vais me connecter à une plateforme décisionnelle. On est toujours sur en mode SaaS la plupart du temps, mais ça peut être aussi du on-premise, c'est-à-dire qu'on peut stocker aussi toute cette donnée, ce data warehouse au sein de l'entreprise. Et on peut, comme ça, accéder à une vision, là, encore une fois, c'est une démo, à une vision un peu 360 de tout ce qu'on peut faire en termes d'analyse de données. Donc, on va avoir l'analyse assez classique, des analyses de vente, où je vais remonter mon information. Là, c'est de la donnée un peu classique, par client, par produit, par axe temps. C'est tous ces aspects multidimensionnels que je vais pouvoir visualiser. Donc, on a des outils maintenant qui sont très user-friendly, qui vont permettre non plus de demander à chaque fois à l'informaticien de faire des requêtes, etc., mais de prendre soi-même en main sa propre analyse, donc de manière dynamique, de faire ses filtres, de sélectionner ses données et de visualiser comme ça ces indicateurs et de descendre en mode drill down jusqu'au niveau le plus fin. Là, par exemple, j'ai une information de vente par canal de distribution et si je veux descendre, après, c'est un drill anywhere à l'intérieur de mon cube. Je vais pouvoir descendre jusqu'au niveau client, par exemple, sur la ligne que j'ai sélectionnée, et ainsi de suite, par produit, par client, par jour, etc. Donc, je vais pouvoir faire des analyses assez poussées, et encore une fois, en croisant tous ces axes d'analyse. Donc, c'est beaucoup plus simple à utiliser, encore une fois, que simplement une base un peu transactionnelle ou même des fichiers Excel qui vont être difficiles à mettre à jour, etc. Là, tout est centralisé, tout est mis à jour automatiquement et on va pouvoir travailler sur cette partie de restitution. Il y a les notions de zoom aussi qu'on va pouvoir faire directement sur une carte, etc. Donc, c'est toutes ces fonctionnalités-là que peut-être vous connaissez déjà dans cette partie Business Intelligence. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va plus loin que simplement de la restitution. Là, je vais aller sur le menu. Et on va également pouvoir travailler sur une partie de modélisation de notre budget. Donc là, par exemple, j'ai modélisé un processus budgétaire où j'ai remonté de l'information. Ça va être un outil collaboratif où chaque personne, je vais vous donner un exemple. Là, je vais me connecter en tant que responsable de vente. J'ai une première phase d'initialisation où je vais récupérer de la donnée de l'année dernière pour alimenter mes objectifs de l'année suivante. Là, voilà, en effet, j'ai des budgets en termes de quantité qui sont vides. Donc, je vais lancer une application qui va récupérer tout mon historique pour le projeter sur mon année budgétaire. Vous voyez, j'ai une saisonnalité en termes de produits par mois, etc., par catégorie de clients, et que je vais récupérer au niveau de mon budget. Et après, dans cette phase-là, directement dans mon cube, je vais pouvoir saisir de la donnée. Si, par exemple, là, je fais mon objectif, je passe à 4 millions à 6 millions, là, ça va saisir au niveau global, au top-down, et ça va se répartir sur tous les niveaux de détail des axes tels que je les ai remontés. Donc là, comme ça, j'ai rentré un objectif et je vais pouvoir donner cette information sans avoir à envoyer des fichiers Excel, à avoir à les récupérer directement
directement en se connectant sur la plateforme. Chaque responsable budgétaire, là, ils vont se connecter, bien sûr, vont accéder à ses propres données, des aspects de sécurité qui sont intégrés dans ce genre d'outils, et rentrer un objectif. Ici, par exemple, par catégorie, je vais pouvoir passer de 70 à 100 000. Et vous voyez, ça va se répartir sur tous les mois et tous les clients. Je vais pouvoir bloquer des cellules, saisir dans le détail, etc. Il y a toute une fonctionnalité de saisie qui vont être assez pratiques aussi à mettre en place. Je pense que vous avez compris un peu le principe. Après, on peut aller jusqu'à un niveau même de workflow, de validation, que toute la saisie a été correctement faite. Et puis un système après, bien entendu, de reporting financier, parce que là, on est sur de la saisie d'objectifs de vente. Donc tout ça va pouvoir être reporté sur le compte de résultat de l'entreprise, et on va pouvoir continuer comme ça à saisir son budget sur les différentes lignes de notre PNL, jusqu'au niveau du pilotage de la masse salariale, du pilotage même de la partie marketing. Voilà, on peut aller assez loin dans toute cette partie d'analyse. Alors, je reviens sur ma présentation. Éventuellement, si vous avez des questions, on pourra creuser un petit peu ce genre d'outils. Mais c'était vraiment pour vous donner un aperçu sur tous ces outils d'analyse de la performance au sein d'une entreprise. Alors maintenant, ce dont je voulais parler, c'était la notion d'expérience client, parce que c'est quelque chose sur lequel on est de plus en plus aussi amené à travailler. Donc, ce sont des indicateurs, encore une fois, extra-financiers. L'expérience client, c'est l'ensemble de tout ce qui est, toutes les émotions, les sentiments ressentis par vos clients à travers les réseaux sociaux, les différentes enquêtes de satisfaction. Et donc, il y a des outils, je vais vous montrer aussi, qui vont permettre de récupérer l'ensemble de ces données. On reste toujours dans la notion de données, hein, mais là, c'est des données qui sont des fois un petit peu plus qualitatives. On parle plus d'EPM, on parle d'EFM, d'Enterprise Feedback Management, de récupérer ces notions de ressenti, de sentiment client, pour pouvoir, après, en tirer des indicateurs spécifiques. Alors, ces outils, ça s'appelle les outils de Voice of Customer. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a de plus en plus de comptes, de grands comptes et même de petites, parce que pour moi, cette notion de satisfaction client, elle touche toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et on a des outils qui s'appellent les voix du client qui vont permettre comme ça de récupérer les données des différents canaux sur lesquels se trouvent les clients pour pouvoir en remonter des indicateurs. Je vais vous passer en détail les différents indicateurs. Il y a les taux de satisfaction assez classiques, mais il y a l'indicateur qui est de plus en plus maintenant mis en avant, c'est la notion de NPS, le Net Promoter Score. Alors le Net NPS, vous allez voir, c'est assez simple. Ça permet de mesurer en fait tout ce qui va être la satisfaction de votre client. En fait, c'est un indicateur qui est vraiment largement utilisé maintenant par les entreprises, notamment les entreprises internationales, surtout dans les pays anglo-saxons. Et ça permet de noter, alors déjà d'évaluer sur une échelle de 0 à 10 la probabilité qu'un client recommande votre marque, votre produit ou votre business, votre service à un collègue, à sa famille, à une autre personne. Et donc, on va classer comme ça ceux qui vont être des promoteurs et ceux qui vont être des détracteurs. Et l'idée, c'est le principe du NPS, c'est un score qui fait la différence entre le pourcentage de promoteurs et le pourcentage de détracteurs. Voilà. Et donc, on se retrouve entre un score qui peut aller de moins 100, j'espère pas pour vous, parce que là, vous n'avez que des détracteurs, jusqu'à plus 100 avec... Ah, pardon. OK, ça marche. OK. Et un score qui peut aller de moins 100 à plus 100 si vous avez que des promoteurs. Alors déjà, lorsque vous avez un NPS positif, c'est déjà pas mal, hein, parce que vous avez plus de promoteurs que de détracteurs. La moyenne, là, l'enquête Ipsos, j'ai regardé, la moyenne des NPS en France, c'est autour de 20. Voilà, donc c'est déjà bien. 20, c'est le score qui va vous permettre de dire que voilà, j'ai mon score de NPS. Donc la différence entre mes promoteurs et mes détracteurs, c'est 20. Donc ça correspond déjà à un score vraiment honorable. Dès que c'est positif, c'est déjà important.
Ça donne déjà une bonne image. Là, le client qu'on accompagne, c'est un gros groupe où on travaille justement sur tout ce pôle de Customer Experience. Son objectif, c'est de passer, je crois qu'il est autour de 25 à 30, 35, plus de 35. C'est déjà ça. Et donc, il faut jouer sur différents indicateurs, sur son site web, sur son interface. Il y a plein de choses, il y a plein d'indicateurs. C'est très, très complexe, cette notion de NPS, et c'est de plus en plus demandé parce que ça fait vraiment, c'est un indicateur vraiment de satisfaction client qui est un score vraiment important maintenant pour les entreprises. Et même le client qu'on accompagne, même maintenant, détermine la prime de ses commerciaux par rapport au NPS qu'ils mettent en place. Donc ça va très très loin aussi dans l'utilisation de cet indicateur d'activité qualitatif. C'est ça. C'est le taux de recommandation de tes services, etc. Ça peut toucher plein de choses, mais ça donne un indicateur global qu'on appelle le NPS. Et pour vous donner... Oui, justement... je te donne juste un dernier exemple sur cette partie-là. Je vais vite. Justement, il y a les NPS qui sont à plus de 50. Ça, c'est les grosses entreprises, notamment américaines. Et donc là, j'avais un petit jeu à vous proposer. J'ai ces 4 grandes marques. D'après vous, le 72, il intervient à quel niveau? Le 72, c'est très, très élevé, vous avez compris. Ça serait quel type de marque pour vous qui serait à 72? Apple, vous avez raison. Donc ça, c'est un des premiers, d'ailleurs, Apple, à mettre en place ce score, ce NPS. Et ils font vraiment attention, ils font en sorte que les clients ne vivent pas un achat de produit, mais vivent une expérience produit. Et dans tous les Apple Store, c'est vraiment les vendeurs, ils sont aussi incentivés par rapport à ça. Ils font attention dès qu'il y a des clients qui ne sont pas contents, ils essaient de les récupérer et qui ne deviennent pas, qui grossissent pas dans la masse des détracteurs. 62, c'est Amazon. Là aussi, ils jouent vraiment sur la clarté, sur la simplicité d'utilisation. T'as vu mes slides avant ou quoi, Alix? 68, ça serait quoi? Netflix, voilà. C'est Netflix aussi. Pareil, avec un service client très, très adapté. Et Tesla, qui sont arrivés à un taux, je ne sais pas, après la réalité de ce score, mais je ne sais pas si c'est encore valable, mais en tout cas, il joue vraiment sur une notion de rareté, sur le fait qu'on achète non pas un produit, mais vraiment une vision de ce qu'on veut faire, de son mode de vie, etc. Donc, c'est très, très axé sur ces aspects-là. Voilà. Donc, voilà quelques exemples sur cette notion de NPS, de satisfaction client. Et pour terminer, je faisais simplement le lien entre ces indicateurs, donc ces indicateurs de performance de l'entreprise. Il y en a plusieurs. Il y a les indicateurs de gestion classiques, c'est tous les indicateurs financiers. Donc ça, vous les connaissez, c'est votre marge, c'est votre taux de chiffre d'affaires, c'est votre évolution de chiffre d'affaires, etc., votre rentabilité. Même ça, c'est pas si évident que ça. Nous, on rentre dans des organisations où ils nous disent, même notre chiffre d'affaires, on ne sait pas exactement, on ne sait pas le définir. Parce qu'un chiffre d'affaires, ça peut être aussi, ça dépend, c'est pas simplement la vente d'un produit. Ça peut tenir compte des avoirs que l'on a, ça tient compte de pas mal de choses. Et un chiffre d'affaires, c'est pas le même que pour l'équipe commerciale, que l'équipe marketing, que l'équipe financière. Et tous ces indicateurs, ils doivent être mis à plat au début pour pouvoir après proposer l'outil de pilotage. Tu veux me couper ? Pour gérer une activité, je vous passe le micro dans 2 secondes, pour gérer une activité, il faut savoir aussi lire des chiffres, mais il faut savoir aussi jouer avec. Et c'est vrai que la plupart des porteurs de projets, dans une des étapes que je leur demande à un moment donné de commencer à prendre la main là-dessus avant de vouloir la déléguer à son comptable ou son directeur financier, c'est quand même justement de savoir de manière intelligente, quand il change une donnée ou une application, voir quelle est la conséquence sur le reste de son activité. Là, vous avez un outil, c'est assez sympa. Alors, j'enfonce une porte ouverte. Aux élections, le taux d'abstention, c'est-à-dire de gens qui ne participent pas aux élections, devient très préoccupant en France. Qui dit satisfaction client dit que le client donne un avis. Et quelle est la proportion des clients qui ne donnent pas leur avis et on ne sait pas s'ils sont contents ou pas contents? Est-ce que c'est pris en compte ou pas? Au côté politique, moi, je ne m'y risquerai pas. Mais en termes de... Après, oui, ces indicateurs, ils sont pris en compte. Et d'ailleurs, on ne prend pas en compte les indicateurs, les clients qui sont neutres.
Ça, c'est pas pris en compte, en fait. On prend vraiment ceux qui sont vraiment avis plus ou avis moins. En tout cas, pour cet indicateur de type NPS. Après, il y a d'autres indicateurs où ça doit peut-être être plus détaillé, mais en tout cas, puis, là, quand on est un les petit neutres peu, et ceux qui n'ont pas d'avis, ben, ils comptent pas. C'est comme en politique. Et quand on travaille un petit peu sur le sujet de questions satisfaction client et tout ça, on sait que les chiffres sont aussi pondérés par rapport aux réponses, etc. Donc la solution et la réponse est dans la question aussi. Est-ce qu'il y a une autre question? Juste pour compléter, en fait, en général, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, pour avoir joué avec ce genre d'outils avant, en général, ceux qui ne sont pas contents, ils le disent assez fort. Donc, Oui. En général, on est sûr que les mauvais répondants, ils vont répondre. En tout cas, les personnes qui ne sont pas satisfaites vont répondre. Ah oui. Oui, par les sites, par exemple, pour les restaurants, comme ça. Ouais, voilà. C'est vrai. On a plus l'habitude de dire un avis négatif que de dire un avis positif. Ouais. Et souvent, ça surprend. Quand vous allez, vous faites le test, hein, vous allez au restaurant, vous félicitez le cuisinier, dites-lui que c'était bon. Ah, ok, d'accord. Bah, ils n'ont pas l'habitude. Et ça, c'est un mode de fonctionnement qu'il faut aussi changer. C'était un peu l'objet de cette troisième partie. Pour moi, ces indicateurs-là, ils sont tout aussi importants que des indicateurs simplement de rentabilité ou un chiffre d'affaires qui est supérieur par rapport au poids. Il est aussi important, comme la partie RSE, comme la partie bien-être au travail. Il y a toute une série d'indicateurs. Ces indicateurs extra-financiers, c'est ceux qui donnent du sens. Oui, parce que tu vas analyser grâce à ça, autant en interne qu'en externe, l'impact sur les clients, l'impact sur les collaborateurs. Et regrouper tout ça pour pouvoir les... C'est là où on est en termes de responsabilité sociétale, à l'intérieur même aussi de son écosystème et de son entreprise. On peut avoir des indicateurs qui nous permettent d'agir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vous propose, on est bien dans le planning, de faire une pause d'une demi-heure avec un café. Deux cafés, histoire de... Je rigole. Ah, peut-être. Ouais, c'est bon. Merci à vous, en tout cas. Merci, on l'applaudit.